Je souhaite donc tous la bienvenue sur ce nouveau Triskaï Décaphilie du 13 juin 2022. Ce mois-ci, je reçois Isabelle Bautian qui va nous lire en avant-première mondiale, intersidérale et interdimensionnelle début du 4e tome des Rhéteurs. Un 4e tome, c'est 4e histoire dans le monde des Rhéteurs. Attention. Oh, pardon, attention, soyons Alors, précis. du coup, en fait, non, mais techniquement, c'est un 4e tome. Mais en fait, comme c'est pas des histoires à suivre, j'évite tout registre de langage qui peut faire croire à des suites. Très bien. Parce qu'on a beaucoup de mal à faire comprendre aux gens, notamment libraires, que c'est pas des bouquins à suivre. Donc du coup, voilà, j'évite tout ce qui peut suggérer ça. Eh ben, très bien, merci pour cette précision en amuse-bouche. D'ailleurs, on en reparlera après la lecture, je pense. Donc, à toi de jouer. Les grandes filles ne pleurent pas. Les grandes filles pleurent, pensa Céleste. Cristal a pleuré quand elle a perdu sa bague en argent. Opal a pleuré quand son fils est revenu du service. Lilia pleure tout le temps, dès qu'elle est contente ou triste. Et maman... Eh bien, maman ne pleure pas. En tout cas, je ne l'ai jamais vue pleurer. Ça n'empêche pas que des tas de grandes filles pleurent. Mais il ne servait à rien de tenir cette sorte de raisonnement à papa. Alors elle répondit. Je ne suis pas grande. Papa passa 2 doigts agacés sous son nez en bec d'aigle, et Céleste se retint d'essuyer le sien. Elle ne désirait pas taire la laideur de sa peine à ceux qui en prenaient ombrage, surtout quand ils en étaient la cause. Papa changea de stratégie. Ton frère a souhaité ce voyage. Parce que tu ne lui as pas laissé le choix. Les chefs de guilde ne sont pas élus sur diplôme ou réputation. Ils doivent faire leurs preuves. Et tu as fait les tiennes. Mais on ne t'a pas jeté sur les routes à 12 ans, avec une vieille canne pour transporter ton baluchon et à peine de quoi t'offrir quelques jours d'auberge. Tu as attendu. Tu nous l'as assez répété que tu avais attendu. Que tu avais presque 30 ans lorsque tu as rejoint la guilde. Modeste commis au milieu d'apprentis de la moitié de ton âge. Un petit brin trapu au visage grossier, si buriné par son travail sur les docks qu'il en ressemblait à un frustre citoyen de l'Andorre, mais qui impressionnait ceux qui lui cherchaient des noises. Un homme courageux. J'ai toujours entendu dire ça de toi. Un veuf avec un enfant à charge. Un homme courageux, mais un homme. Un grand garçon. Et un fils de chef doit en faire encore plus. Pourquoi ? Dans toute l'histoire de civilisation, seuls 2 chefs de guilde ont hérité le poste de leurs parents. Ils n'étaient que des pions, élus pour assurer la continuité de la gouvernance, en attendant de choisir parmi les cadres. L'un d'entre eux a été assassiné. Est-ce que c'est ce que tu souhaites à Telban ? Jamais la guilde ne l'élira après toi. Peu importe la vitesse à laquelle il calcule, peu importe sa finesse, son audace, sa maturité. Peu importe son flair pour les affaires, qui n'est que du bon sens, tu le dis toi-même, mais ça ne t'empêche pas de le vanter chez ton fils, comme tu vantes chez ta fille et le talent musical. Est-ce que nous exauçons ton rêve, papa ? Moi sur scène, lui sur les marchés ? Est-ce que c'est pour mieux nous distinguer que tu nous prives l'un de l'autre ? Tu le prives de ma force, de mon intelligence. Tu me prives de sa sensibilité, de son esprit. Tu nous dépossèdes tous deux d'une partie de nous-mêmes. Céleste voulait hurler, mais elle s'en dissuada. Papa n'aurait pas été sensible à un emportement. Pire, une perte de contrôle, fût-elle tactique, la priverait quelque temps du respect sur lequel elle comptait pour obtenir d'autres victoires. Sa main se referma sur son pendentif, sous son corsage. Elle serra, laissant la monture imprimer sa peau blanche à travers le tissu. À l'intérieur de l'émeraude de la taille d'un abricot, un texte gravé dans la langue dont usaient les apatrides, comme les 2 facettes d'un même être. Un dernier cadeau que les jumeaux s'étaient respectivement offert. Oh, que la terre-mère préserve tellement des assauts des maraudeurs. Je crois, répondit-elle enfin, que tu voulais nous séparer. Crois ce que bon te semble, ma fille. Mais si tu tiens à ce point la sécurité de ton frère, garde tes pensées pour toi. Nos cadres seraient trop heureux de lancer leurs hommes à sa poursuite. Céleste s'alarma. Des dangers que courait Telban et de ce rappel odieux d'une réalité nouvelle, elle ne comprenait pas les motivations de son autre. Pourquoi désirait-il rejoindre ce monde de coupeurs de gorge ? Allons, mon très cher, intervint maman derrière le paravent qui dissimulait ses essayages. Respecte la peine de ta fille. Ne vois-tu pas à quel point cette séparation lui déchire le cœur ? Que de compassion dans sa voix. Un temps, Céleste en oublia presque que ce voyage était son idée. Elle louvoyait entre les flaques d'eau et les porteurs de missives,
ignorait les vendeurs à la sauvette et les patrouilles, traversait les odeurs d'épices, de lessive et de crottin, les braillements des crieurs et des chiens, les fumées de cuisine, de bois et d'ordures. Elle marchait dans les rues de Capitale. Derrière elle, Racine, pion parmi les pions, se fondait à la masse des corps et des étoffes. Céleste aimait bien le jeune garde du corps, appréciait sa discrétion bienveillante dans ce repère d'intrigants, son mutiste dédaigneux des hâbleurs, son excellence impassible au milieu des vantards. Racine était, comme elle, une anomalie parmi les guildiens. Mais ce jour-ci, elle aurait souhaité rester seule. Au moins quelques heures avant la fête, encore une, où elle jouerait, accompagnée des meilleurs musiciens que la guilde avait pu s'offrir, les meilleurs musiciens de Capitale donc, sa seconde composition pour cordes. 3 de ses illustres collègues l'admiraient, comme l'amuseur admire l'animal savant. Les 2 autres la méprisaient, comme le studieux jalouse le génie. Tous bénéficieraient de sa gloire naissante si leur propre jeu soutenait la comparaison. Des hurlements de foule et claquements de fouet annoncèrent l'arrivée d'un carrosse. Elle évita machinalement la charge mortelle, mais un chaos sur les dalles envoya une giclée souiller le bas de son manteau. Elle soupira. L'eau sentait l'urine et un parfum plus chimique qui évoquait ceux des locaux de la guilde des tanneurs, que Donis leur avait fait un jour visiter en espérant les voir défaillir. Leur rustaud de demi-frère en avait eu pour ses frais. Les jumeaux en ébullition avaient assailli les travailleurs de question jusqu'à les écœurer. Reste qu'il nous avait fallu plusieurs douches pour nous débarrasser de l'odeur, songea-t-elle, envisageant d'abandonner le vêtement à un mendiant. Il fait trop chaud de toute façon. Elle emprunta une voie perpendiculaire, puis la première ruelle et avisa les candidats. Une dizaine, affalés contre les murs au crépi défaillant, ou les fesses dans la bouillasse qui recouvrait les pavés. Un balayage des yeux, un reniflement, et elle jeta son dévolu sur une mi-femme aux doigts palmés, à l'odeur tolérable, et suffisamment proche pour qu'elle n'ait pas attaché cette fois ses souliers. « Hé !» fit-elle. Les 3 têtes seulement se tournèrent dans sa direction. Elle précisa. « Madame ?» Les paupières de l'apatride battirent l'air du doute. Elle ne devait pas avoir l'habitude qu'on lui donne de la politesse, encore moins du qualificatif humain. Céleste opta pour le tutoiement. « Attrape !» Le manteau atterrit sur la tête pouilleuse, puis un bras écailleux se leva pour le faire glisser sur des cuisses maigres. Face au regard incrédule, Céleste précisa. « C'est de la pelisse de bure, ça tiendra chaud cette nuit. » C'était bien sûr de la laine de luxe ourlée de vraie fourrure, mais ce mensonge éviterait peut-être à la malheureuse de se faire dépouiller. Il y avait en outre dans la poche intérieure une bourse de tabac fumé, additionnée d'un soupçon d'herbe à rêverie qui l'aiderait à supporter la semaine. Les merci balbutiés se perdirent dans l'air vicié lorsque Céleste fit demi-tour. Elle croisa le regard des approbateurs de Racine, celui qui devait lancer à son autre quand il lui faisait ce genre de coup. Elle sourit, du sourire carnassier que les jumeaux partageaient, arrachant à l'austère jeune homme un rectus blasé. Pour la première fois, Céleste se demanda quel était l'âge du garde du corps. On l'avait assigné, encore adolescent, à Telban, dès que ce dernier avait montré des dispositions pour le commerce et la chimie. Leur relation avait un ton paternel, mais Racine n'était sans doute leur aîné que de peu. Il devait souffrir lui aussi de la séparation. « Je vais marcher encore un peu, dit-elle, et elle voulut ajouter jusqu'au marché, mais sa voix s'étrangla. Le taciturne hocha la tête et elle se précipita vers la rue principale avec toute la dignité dont elle était capable. Elle ne verrait plus son autre, plus pendant des années ou plus tout court. Plus ce soir en tout cas, elle serait seule dans son lit. Adieu les confidences au matin, adieu les messages codés envoyés en pleine leçon au nez et à la barbe de leur percepteur. Plus de plénitude, avant longtemps ou à jamais. Un bruit de métal à gauche. Elle se retourna mais ne discerna rien d'inhabituel sur la place animée. Le vent dans les toiles des étals dressés depuis l'aube, les cris des marchands et ceux des chiens chassés par les bouchers, les tintements des armes contre les boucles de ceinture, des regards en sa direction mais fuyants. Depuis quelque temps, il semblait à Céleste qu'on la remarquait. Était-ce son regard et son verbe assuré, rare chez une si jeune fille? Son nez crochu, seul héritage de papa, au milieu de son doux visage? Ses cheveux noirs et lumineux, la finesse agile de ses membres, cette amabilité et cette élégance que maman lui avait transmise, ou l'odeur d'épices qu'elle laissait dans son sillage à force de traîner dans les laboratoires et les entrepôts de la guilde? Non, son autre possédait ces choses et nul ne devinait sa présence à moins qu'il les désirait. Peut-être ne devait-elle ce traitement qu'à sa nouvelle notoriété. Après tout, le mois précédent, elle avait joué dans le grand hall pour la fête de la Fondation et on évoquait une potentielle invitation à la cour du roi. « Demoiselle Armanville ?» Céleste essuya d'un doigt une larme importune, puis pivota sur elle-même comme si elle s'était attendue à ce que son interlocuteur surgisse dans son dos. L'homme au mono-sourcil. Encore. Peau brune et glabre, cheveux bouclés, trapus, allure martiale. Il ressemblait à un citoyen de Montes, mais jurait qu'il était né à Capitale.
À bien y regarder, la brillance immaculée de la longue épée à son côté signalait son rôle d'apparat. Mais Céleste avait étudié les bases du combat avec le sieur Elanzo de Sorez, et les muscles secs, l'agilité des gestes, suggéraient qu'il savait s'en servir. Non pour la première fois, elle échoua à lui donner un âge. C'était fréquent d'après maman, de la part d'adolescents pour qui tout individu plus vieux que ses parents était un ancêtre, mais Céleste avait été élevée par un père 47 ans plus âgé, ce qui la préservait de ses illusions. Son vis-à-vis impénétrable attendait, aux lèvres un sourire qui se voulait bienveillant, mais qu'elle devina présomptueux. Elle se força à demeurer silencieuse. Il lui accorda cette victoire. « L'on m'a dit que le petit Elban nous avait quittés ce matin. Vous êtes bien informé. Cela va sans dire. » Céleste frissonna et en conçut une colère indignée. Elle était la fille du chef de la guilde des épiciers, la puissante roturière la plus influente de civilisation. On frissonnait devant elle. Mais elle se souvint de ce que l'homme lui avait dit. Nous sommes les seuls informés des vérités de notre histoire. Nous sommes les détenteurs du vieux savoir. Et ce savoir nous rend maîtres des barons, maîtres des guildes, maîtres de la royauté, maîtres en et hors civilisation. Nous sommes les savants. L'histoire de civilisation était opaque. On n'enseignait que l'officiel, et Céleste aurait adoré en connaître les vérités. Apprendre depuis quand et sous quels critères l'on avait relégué les mi-hommes au statut d'apatride ou d'esclave. Le vieux savoir, lui, incluait peut-être des partitions oubliées. Quant à devenir maîtresse des guildes et des barons, devenir plus puissante que papa. Portez-vous le choc, demoiselle. Il reviendra. Mais ne dit-on pas que vous entretenez avec votre amusant jumeau une relation fusionnelle ? Une fois encore, Céleste évita le piège. La question était un euphémisme auquel personne ne souhaitait de réponse honnête. La plupart du temps, les jumeaux parvenaient à deviner ce que leur interlocuteur désirait entendre. « Oh, mon sieur, laissez-nous notre mystère, voulez-vous » Ou « Le rôle des guildes, comme celui des artistes, madame, est de briser les tabous. Et n'existe-t-il pas de plus grand tabou que l'inceste » Et plus souvent, ces insinuations sont abjectes. Mais cet homme était illisible, alors elle laissa parler les probabilités. Ces insinuations sont abjectes et grotesques. Sourire de nouveau. Elle n'y tint plus. Que désirez-vous ? Mais une réponse à ma question. Vous m'avez laissé 2 semaines. Parce que nous pensions que votre frère délérait son départ. Céleste se retint de s'enquérir des raisons qui liaient sa décision à celle de Telban. Elle susurra. « Si vous ne prévoyez pas tout ?» Bien sûr que non, ce serait de la magie. Nouvelle provocation. Détenteur du vieux savoir. Existait-il de plus vieux savoir que celui-ci ? Les passants, les claquements de leurs pas pressés, les vendeurs, les tintements de leurs pièces, les restaurateurs, les frémissements de leurs grillades, pressait Céleste. Non loin, une fontaine. Elle aurait aimé poursuivre la discussion là-bas, assise sur la margelle. Vite, une échappatoire. Je ne vois pas ce que je pourrais offrir à votre société. Allons, demoiselle Armanville, votre maturité, votre intelligence, vos dons, votre beauté. Ne semblez pas convaincue. En effet, Céleste accueillit ce premier faux pas avec gratitude. J'ai un nez crochu, je suis pâle comme une poitrinaire et grande et plate comme un garçon. Votre visage a du caractère, votre taille de la hauteur, votre peau diaphane fera fondre les cœurs une fois purifiées des marques de l'adolescence. Quant au reste, ça s'arrangera. Ça ne s'est pas arrangé pour maman. Dans ce cas comme dans le sien, le reste de vos splendeurs suffira à conquérir les plus hautes sphères. Céleste haussa les épaules. Ça ne la dérangeait pas qu'on traite sa mère de catin, elle était la meilleure d'entre elles. Mais elle ignorait pourquoi cette grande personne persistait à apaiser des inquiétudes qu'elle n'avait pas formulées. Elle détestait ne pas comprendre. « Je vous écoute », conclut l'homme. Et elle se sut piégée. Il papillonnait pour la déstabiliser, comme papa ou Telban face à un client qui, au fond, avait déjà pris sa décision. Et bien sûr qu'elle l'avait prise. Le jeu était si séduisant. « Vous m'intriguez », admit-elle. Elle était dévorée de curiosité. C'est bien tous les savoirs. Côtoyer la magie. Se protéger et protéger son autre des dangers dont même la guilde ne savait le soustraire. Si je deviens une savante. Si je deviens une... Vous ne prononcerez ce nom que si vous nous servez. Si je vous rejoins et que cela ne me convient pas, pourrais-je vous quitter ? Le sourire se fit plus large, étirant le visage jusqu'à allonger ce long sourcil qui barrait le front brun. Vous pourrez, mais cela vous conviendra.
Et si je ne suis pas d'accord avec vos décisions, nous en verrons un autre les appliquer. Vous m'aiderez à sauver les apatrides ? Vous nous y aiderez. Nos médiocres succès à cet égard menacent l'équilibre que nous nous sommes jurés de préserver. Et ma carrière, la musique. Nous sommes bien entendu de grands partisans des arts, mais vous vous dispersez. Nous avons déjà abordé cette question. Il m'en reste une. Pourrais-je rejoindre Telban ? Un temps. Un doute. Puis... Oui, si vous le souhaitez. Mais dès demain, Céleste, vous aurez des dizaines de frères. Eh bien, merci Isabelle pour cette lecture. Le chat est en délire. Ah bon ? Oui, il y a des petites mains qui applaudissent. Pourquoi je vois pas le chat ? Comment ça se fait que je vois pas le chat ? Oh là là, je suis pas Parce qu'il faut aller sur le salon textuel blabla avec les doigts. Ah, d'accord. Bah pourtant, j'y suis, c'est le début du salon blabla avec les doigts. Ah bah peut-être qu'il fallait que je l'ouvre dès le début et du coup, j'ai pas... Ah non, ah, d'accord, je suis pas au bon endroit. Ok, c'est pour ça. Ah, d'accord. Mais parce que maintenant, ils ont mis un chat intégré dans les lives. Donc du coup, moi, j'étais là. D'accord. Voilà, donc voilà, tout le monde est ravi, ça applaudit, bravo pour la lecture, quelle magnifique lecture, on s'y croyait. Bon, bah cool. Et non, bah ouais, parce que j'avais oublié d'ouvrir la page pour le texte, j'étais en train d'écouter, comme tout le monde. Donc nous revoilà à Civilisation. Nous voilà donc, comme tu disais, c'est pas le tome 4, mais presque. Ah, c'est la 4e aventure dans cet univers. Mais ça va peut-être être un diptyque, on va voir. On va voir. Parce qu'il y en aura 5 au total et donc on hésite à... Il y a de bonnes chances que celui-ci soit un diptyque. Donc là, on découvre le titre, Landor, sur lequel j'avais fait un jeu de mots bien pourri à base de fromage. Oui. Déjà que j'ai un bouquin qui s'appelle Zone Tampon et que j'étais surprise que personne m'ait fait le coup du Zone Tampax. Mais là, voilà. Je pensais que j'étais à l'abri, mais... C'est ce qui s'appelle couper l'herbe sous les pieds. Oui, voilà. Oui, on s'était dit qu'on la ferait nous-mêmes. Voilà. Donc, dans cet extrait, nous découvrons Céleste, qui a un frère jumeau et qui est donc séparé d'entrée de jeu. Voilà. C'est vraiment la toute première page que tu nous as fait lire? Il y a une petite intro qui fait une page. Parce que chaque livre commence par une lettre. Donc, il y a une petite lettre d'une page. Et ensuite, c'est le premier chapitre. D'accord. Donc, nous sommes à la capitale Andis du règne de Kolban le Roux. Ouais, c'est ça. Et en fait, Telban et Céleste sont des personnages enfin Telban surtout, qu'on a vu dans plusieurs, dans les autres histoires. Et donc voilà, là, c'est l'histoire de Céleste. D'accord. Donc, c'est un peu un spin-off en quelque sorte. Oui, bah c'est tous des spin-offs les uns par rapport aux autres finalement. En fait, Civilisation, c'est un monde, c'est une monarchie fédérale. Il y a une capitale et 4 baronnies. Et du coup, chaque tome se passe dans une baronnie différente, avec un héros différent et une histoire différente. Et le dernier se passera à Capitale. D'accord. Ok. Donc là, l'intro est à Capitale, mais en fait, toute l'histoire va se passer à Landor. Ok. C'est pour ça que ça s'appelle Landor. Oui. C'est tout à fait logique. J'ai une imagination débordante pour les titres. Donc, Litchi dit qu'elle est très très contente d'avoir Céleste en narratrice. Hey. Donc Leto fait la remarque: oh purée, la constitution et le droit de civilisation, ça doit être soigné. Oui, non, oui, c'est ça. Bah, vous verrez que alors on le verra surtout dans Capital, mais c'est plus bordélique que ça n'y paraît. Il y a des trucs qui m'ont assez été inspirés par la monarchie britannique, j'avoue. Enfin, dans le fait que c'est un État fédéral un peu plus officiel, on va dire, civilisation. Mais dans le fait, t'as pas vraiment de texte qui fait tenir ça autre que la bonne volonté et la tradition, en fait. Bon, je caricature un peu. Mais en fait, ils ont pas le choix. Civilisation, c'est un tout petit pays sur une grosse planète et ils sont sans arrêt menacés d'invasion. Oui. Et donc du coup, à la base, c'était des pays différents, mais ils ont été obligés de se constituer en État fédéral parce que sinon, ils risquaient vraiment de disparaître.
mais ils sont très très différents les uns des autres et il y en a qui s'apprécient pas trop et juste c'est vraiment des alliés de circonstance. Voilà. Les taux de demande, c'est comme le common law, c'est un super argument de lecture pour les juristes. Ah bah dire, j'essaierai de le vendre comme ça sur Twitter. Parce qu'il faut situer en fait civilisation, enfin bon, les autres pays alentours de civilisation qui ne demandent qu'à les envahir. Civilisation, c'est une espèce de lieu utopique. Alors, sérieux, enfin, en fait, il y a une partie, il y a plusieurs baronnies. Il y en a une qui se veut utopique, qui s'appelle Anastérie. Oui. Et c'est celle qui est la plus loin de la frontière, bizarrement, parce que c'est plus facile de faire une utopie quand tu risques pas de te faire envahir toutes les 4 matins. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, les autres ont tendance à dire que, ouais, bah, c'est super cool ce qu'ils font, mais enfin, c'est bien, pour caricaturer, c'est bien sympa c'est bien facile d'être gauchiste quand on risque pas grand chose, en fait. Oui, on a des gens Et, qui ont ce discours dans la vraie vie. voilà. Alors, ceci étant dit, il y en a qui ont des arguments, parce qu'à côté de ça, tu as le tome d'avant qui se passait à Montes, qui est la baronnie de frontière, et eux, effectivement, ceux qui sont en première loge à chaque fois. Donc, on peut entendre qu'ils apprécient pas trop les leçons de gens qui sont, en plus, qui ont un peu une tradition d'armée de réserve, parce qu'ils sont quand même un peu pacifistes sur les bords, voilà. Donc, mais c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment de mettre en relation toutes ces ouais, enfin toutes ces civilisations finalement qui sont faites chacune de leur côté. Il y en a l'Andorre, l'Andorre c'est les bouseux, c'est encore des chevaliers médiévaux, qui sont un peu regardés de haut par tout le reste parce que Montes c'est une civilisation militaire, mais enfin c'est un peu inspiré des armées grecques et romaines et tout ça. Il y a vraiment une vraie, enfin je veux dire oui voilà c'est prestige quand même. Et ils sont pas fermés au modernisme non plus, même s'ils sont forcément un peu conservateurs sur plein d'aspects. L'Astérie, bon bah là c'est carrément ils sont limite les deux, enfin ils sont dans les deux pieds dans la Renaissance, ils ont limite aux Lumières hein, si on voulait faire le parallèle. Et puis Grishmer, qui est une baronnie ilienne, c'est là que se retrouvent tous les gens qui sont oppressés par le système très patriarcal du reste de civilisation et donc bon voilà tous ces gens qui ont quand même des quelques idéaux jugent l'Andorre vraiment comme des gros pécores en fait. C'est toujours c'est les chevaliers paysans avec leurs féaux, voilà. Et donc là on est et puis donc Céleste qui est de Capitale, donc qui est une bourge de Capitale et puis qui a une certaine opinion d'elle-même comme on a pu le voir, va se retrouver se retrouve bloquée en fait à l'Andorre par la neige et arrive un meurtre. Et en fait, ça commence comme un whodunit. Elle décide de mener l'enquête. Parce que c'est un meurtre qui se passe chez des alliés, des alliés des savants, enfin, qui ne sont pas savants eux-mêmes, mais qui sont des alliés dans leur lutte justement pour sauver tout ce ceux qu'elle appelle les apatrides, qui sont que les autres appellent les mi-hommes, qui sont des gens qui sont fortement discriminés en civilisation. Et donc, les savants ne peuvent pas se permettre d'avoir des trucs comme ça chez leurs alliés. Et les savants sont pas très très cool. Les alliés, quand ils deviennent dangereux, même si on les aime bien, ils peuvent se faire buter. Et là, le problème, c'est que chez la belle famille de Telban, qui lui s'est marié et ce que Céleste n'a pas forcément très très bien vécu. Et du coup, bah, pour elle, c'est un peu sa belle famille à elle. Et donc elle veut les sauver, et donc et comme elle est très intelligente, elle décide, et puis qu'elle est une savante, elle décide de mener l'enquête. Et donc ça commence comme un whodunit et il y aura quelques twists, on va dire. Est-ce que ça va être un whodunit façon Le Nom de la Rose? Parce qu'on trouve un petit peu l'ambiance boueuse. Ouais, alors ça fait longtemps que je l'ai lu et ça fait encore plus longtemps que je l'ai vu. Ouais, bon, non, c'est un Moyen Âge un peu plus moderne que celui du Nom de la Rose quand même. D'accord. Mais puis surtout que c'est chez des gens de l'Andorre qui sont quand même un petit peu au-dessus qui sont quand même un peu des intellectuels et tout pour leur pays. C'est le point de vue Céleste. Hein, elle pense que c'est tous des bouseux, mais eux ils sortent un peu du lot quand même, ça va. Mais oui, non, il va y avoir. En fait, l'Andorre, c'est un monde qui s'effondre, vraiment. Ouais. C'est tout le reste de civilisation.
a pris le train de la modernité en marche, avec plus ou moins de facilité. Mais même Montes, qui sont très conservateurs, ils sont pas fermés à la modernité, ne serait-ce que parce que c'est une nation militaire et forcément ils vont être ouverts à l'innovation et à des choses comme ça. Et là, l'Andorre, en fait, l'Andorre fut la baronnie la plus puissante de civilisation. Et bon, ils ont décidé que comme ils étaient les plus puissants, ils n'avaient pas d'efforts à faire, sauf que ça fait longtemps qu'ils sont plus les plus puissants du coup. D'accord. Ouais, ils sont complètement sur le déclin, quoi. Voilà, Ils c'est sont trop vraiment reposés sur leur les puissance. déclinants. Ouais. C'est ça. Ah, bah t'as un compliment de Fabrice, un univers très riche qui a des possibilités incroyables. Bravo. Eh ben, j'en suis ravie. Bah non, mais j'ai même quelqu'un qui veut faire un jeu de rôle dedans, donc. Oh, c'est génial. C'est pas officiel, hein. C'est, je veux pas dire, officiel. c'est. Ah d'accord. Donc zip, on va Non, pas non, c'est pas demander officiel. Bah, qui. Non, bah, je peux. Bah, il en a parlé sur Twitter. Je peux dire, c'est Philémon sur Twitter. Ah d'accord, ok. Voilà. Et donc lui, enfin, je veux dire, c'est lui, il voudrait scénariser un truc là-dedans. Mais donc, ce serait pas. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas pour un éditeur, ce serait juste pour nous. Oui. Sachant que je suis pas du tout rôliste, donc on va voir ce que ça donne. Ah bah tu sais, il y a un début à tout, hein. Parce que bon, tu es bien Ouais. scénariste de BD à l'origine. Et puis, Oui, j'ai commencé comme ça. pour monter le temps, en fait, ta première incursion dans le roman, ça date, en tout cas, ton livre est sorti en 2016. C'est ça. En fait, j'avais commencé par écrire des romans, mais j'ai d'abord été éditée en BD. Et donc, du tout, comme la BD permettait, alors, si ce n'est d'en vivre, au moins d'en survivre, bah, du coup, j'ai fait énormément de BD pour consolider cette première entrée dans le média. Ouais. Et du coup, j'ai mis un peu le roman de côté. Et puis après, bah, c'est Audrey Alouette qui voulait, avec Christophe Arleston, lancer. Au début, c'était un label auto-édité, Bad Wolf. Et donc, on a fait ça tous les trois. Oui. Et ça a été repris, du coup c'est devenu la collection fantasy d'ActuSF. D'accord, oui, parce que Anastérie, donc le premier tome des Rhéteurs, la première histoire des Rhéteurs, excuse-moi, est sortie sous ce label. Oui, c'est ça. Et il est sorti d'abord en auto-édition avec c'est le Souper des Maléfices, je crois, et les Poisons de Carthage donc le Souper des Maléfices de Christopher Leston et les Poisons de Carthage d'Audrey Alouette. Donc ils étaient sortis tous les trois en auto-édition et ils ont été repris tous les trois par ActuSF pour faire le lancement de la collection. D'accord, ça s'est passé comment du coup cette rencontre entre Black Wolf et ActuSF? Alors en fait c'était moi qui connaissais Jérôme Vincent, le patron d'ActuSF. Et donc je sais pas exactement comment ça s'est passé en fait. Elle allait discuter avec lui et manifestement il a dit cool. Et puis ça a été relativement rapide en fait. Moi et en fait je l'ai rencontré du coup. Je crois il m'avait appelé d'abord il me semble. Mais je crois qu'on s'est retrouvés, on s'est rencontrés en tout cas pour la première fois aux Imaginales. D'accord. Oui. Et donc on a signé. Je sais même pas si on n'a pas signé sur place en fait. Parce qu'on avait déjà discuté, voilà, donc ça s'est fait. Moi, j'ai pas fait grand-chose en fait. Quand on dit qu'il y a quand même un facteur chance, c'est un gros facteur chance dans ce métier. Voilà. Ah bah c'est très souvent le cas, ouais. Ouais, non, c'est. Donc après, bon, voilà, faut l'entretenir et faut savoir la saisir quand elle se présente, mais le facteur chance est quand même, on va pas se mentir, est quand même énorme. Oui. Chipo qui nous invente un proverbe lamborien. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue, on dirait que ça te gêne de dîner avec nous. Ok, mec. Bah, c'est un peu ça, en fait. Mais je suis sûre qu'il est content de sa connerie. Leto repose une question à nouveau on retourne sur les rails. Elle demande si c'est pas censé être dans le même univers tous les Bad Wolf. Du tout. Donc, okay. C'est juste la collection de fantasy, voilà. Et en plus, c'est fantasy au sens vraiment large. Ouais. Donc, non, et au contraire, c'est des univers très, très, très variés. Non, c'est. Puis surtout, Audrey Alouette, par exemple, elle a un univers vraiment très particulier, qu'elle a un peu pratchettien. Ouais. Qu'elle a créé. Donc, et puis moi, c'est pas du tout, mais le genre de choses dans lesquelles j'arrive à être intéressante en tant qu'autrice. Donc non, on a vraiment chacun notre voix. Non, ça se veut par contre être de la fantaisie un chouïa littéraire. Voilà. C'était, la base en tout cas, c'était ça. Il voulait tout style de fantaisie vraiment, mais que ce soit assez littéraire. Après, je sais pas si ça a bougé un peu. Parce que est-ce que Arleston il a continué de son côté parce qu'il est quand même auréolé, d'une certaine aura, on va dire. Alors, je crois que faudrait lui demander, mais je crois qu'en roman, le truc c'est que ça prend tellement de temps, et il fait déjà tellement de choses, il a plusieurs séries de BD, en plus maintenant il est éditeur,
Ah oui, oui. Et pour travailler avec lui en tant qu'éditeur en BD, c'est un éditeur qui fait vraiment le taf, qui fait vraiment un gros suivi. Et ouais, enfin, ça lui fait un boulot monstrueux. Je sais pas où il caserait le roman là-dedans. Donc, Ouais, ouais. surtout que bon, je sais que combien ça peut prendre du temps, en tout cas, d'écrire un si vous cherchez en tout cas à écrire de la fantaisie littéraire, rechercher et tout, effectivement, faut quand même s'accorder. Ouais, bah c'est ça, oui. Après, bon, enfin, il y a des choses assez légères dedans, mais c'est vrai que bon, il y a quand même, enfin, Audrey Alouette, qui était la directrice artistique, elle voulait quand même qu'il y ait un certain niveau à ce niveau-là, donc un certain niveau à ce niveau-là. La preuve, vous voyez, je suis très littéraire. Ah ouais, non, mais bon, c'est pas parce que on n'est pas très doué à l'oral qu'on est nul à l'écrit, Ouais, hein. toujours été meilleure à l'écrit qu'à l'oral. Oui, oui, c'est Mais comme, on se relit au moins à l'écrit, on peut se c'est corriger, bon, ça, faut faire gaffe aux c'est coquilles et aux ça. repentirs, mais c'est quand même plus simple. Mais ouais, non, oui, je sais plus ce que, oui, non, mais c'est pas, enfin, les Reuters, c'est des bouquins qui sont vraiment, enfin, j'ai la chance d'écrire relativement vite, Ouais, mais honnêtement, ceux-là, ils sont fatigants à écrire. oui, Enfin, bah, déjà, enfin, je sais pas, vous avez vu pendant la lecture, c'est quand même très écrit. oui, Ça se veut à la fois très écrit et quand même assez, il y a des vannes, enfin voilà, ça se veut quand même assez naturel. Enfin, même les dialogues doivent être à la fois assez soutenus et assez naturels. Il y a beaucoup de niveaux de langue. Là, l'extrait était assez soutenu, mais il y a des, enfin, j'aime beaucoup jouer avec les niveaux de langue, donc voilà. Et puis il y a souvent, comme c'est beaucoup de gens, bah, c'est des rhéteurs, hein, donc c'est beaucoup d'intrigants, beaucoup de gens qui jouent double voire triple jeu, donc il y a pas mal de trucs à pas oublier en cours de route. oui. Donc c'est pas les bouquins les plus reposants à écrire. Je suis vraiment contente de les avoir faits, mais je serais quand même contente quand j'aurais fait le cinquième, j'avoue, parce que je préfère Ah des trucs un oui, peu plus. En plus, ces derniers trucs que j'ai écrits, c'était pas du tout dans ce style-là. C'était des trucs vraiment, vraiment nerveux. Alors, c'est pas des page turners, enfin, tels qu'on les imagine, mais c'était des trucs beaucoup plus nerveux où justement, bah, j'ai essayé. Le dernier truc que j'ai écrit, c'était, enfin, c'est en langage très familier de A à Z ouais, c'était zone tampon, c'est et ça? très oralisé. Non, c'est pas zone tampon, c'est un autre Ah, dont je peux pas parler pour l'instant. ah, d'accord. Il semble Mais que... déjà, zone tampon, oui, c'était plus oralisé dans la manière d'écrire, clairement. Hmm, Et c'est vrai que, bon, bah voilà, j'ai un peu envie de faire ça en ce moment. ouais. Mais bon, en même temps, je suis super contente des rétors. En plus, j'ai des très bons retours dessus, donc ça me fait plaisir. Mais Bah c'est ouais, pas très reposant. c'est pour un premier roman publié, quoi, et que tu continues à faire perdurer l'univers que tu as créé, quoi. Euh, C'est une chance qui n'est pas donnée à tous, parce que t'as beaucoup de séries qui se cassent la gueule assez rapidement. Moi, j'ai vraiment, honnêtement, j'ai été signée sur 5 tomes, Mhm. mais faites pas ça, les gens. Moi, c'était, enfin, honnêtement, enfin, si, j'en connais un ou deux, mais qui sont pas, qui avaient déjà un gros CV, Ouais. qui n'étaient pas forcément connus, mais qui avaient déjà un certain CV. Enfin, j'en connais un qui a signé pour 7 ou 9 tomes, je sais plus. Mais en plus, c'était vraiment le coup de l'éditeur sur ces bouquins, donc voilà, c'était pas quelqu'un de connu, mais c'était quelqu'un qui avait déjà pas mal publié. Le conseil qui est donné aux primo-auteurs de ne pas arriver avec une série, c'est vrai, honnêtement, Oui. c'est une anomalie, hein, moi, que ce soit arrivé. Et j'ai pas l'illusion de penser que ça serait fait si j'étais pas arrivé avec Christopher Leston, honnêtement. Oui, Donc, bah, surtout voilà. que les moutons, quand ils ont fait leur appel à texte, ils ont bien spécifié de ne pas proposer de saga, de série, parce que comme on ne sait pas quel sera le succès du premier tome, Ouais, on peut pas garantir que voilà la série va marcher, que parce qu'en c'est plus on a ça. constaté qu'il y avait que les ventes diminuaient au fur et à mesure que les nouveaux volumes sortaient, quoi. C'est ça que j'essaie de faire comprendre aux gens que c'est pas des suites, en fait. Voilà. C'est la raison, hein. C'est vraiment pour cette raison-là, parce que du coup, les libraires en commandent moins. Donc bon, c'est pas catastrophique du tout, hein, les ventes, Oui. mais du coup, les libraires en commandent moins à chacun, Mhm. comme si c'était une suite, alors que sans déconner, c'est pas une suite. Bah Je ouais. me suis, j'ai frôlé le burn-out sur le deuxième pour justement m'assurer que ça puisse être lu de manière totalement indépendante. Il y a même pas de petits trucs genre Easter egg et tout ça, Ah, ou c'est quand il y en a, vraiment. ça doit être totalement invisible à ceux qui n'en auraient lu qu'un. Je me suis vraiment pris le chou pour ça.
Et après, ah, c'est une suite. Non. Et- Oh, mais je vais quand même les prendre dans l'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Ah, bah c'est tout à ton honneur en plus, quoi. C'est ça qui est terrible. C'est Ouais, bon. non, c'est ça, mais bon. Ouais. Bon, en tout cas, donc il y a encore des compliments qui tombent là. Fabrice, tu peux en être contente, d'autant que ta lecture prouve ta qualité d'écriture. Ça fonctionne vraiment bien à l'écoute. Ah bah ça, c'est bien parce que c'était pas gagné, parce que bah, c'est ce que je te disais en préparation. C'est vraiment pas des bouquins qui sont écrits pour l'oral. Mais genre vraiment pas. Donc du coup, j'ai beaucoup articulé. Hein. Il y a eu des moments, je me suis rendu compte en m'entraînant à le lire que j'avais des petites allitérations, des trucs comme ça. À un moment, je dis mince, Ah, j'aime c'était bien ou les des chasses. allitérations. Ah ouais, t'as écrit, c'est bien. À J'aime bien l'oral, les faut. allitérations. Ouais, ouais, non, j'aime bien les allitérations orales, justement, tu vois, ça donne une espèce de rythme. Ouais, non, mais moi aussi, mais je veux dire, il y a des gens Chantant. dont c'est le métier de faire ça à l'oral. En fait. C'est pour ça que conteur ou acteur, c'est un boulot. En fait. Oui, c'est vrai. Bah, tu es bien placé pour le savoir d'ailleurs, parce que j'ai vu sur ton CV que Oui, tu as j'ai fait du été, théâtre et que tu as fait l'actrice en court-métrage et long-métrage. oui, c'est vrai. J'ai fait semi-pro, on va dire. Allez. Mais j'essaie de plutôt. Enfin, j'essaie de pas. Enfin, en fait, régulièrement sur mes biographies, il y a des gens qui mettent donc Isabelle Botian et docteur en biologie, traductrice, romancière, scénariste de BD et actrice. Et en fait, je n'ai jamais été actrice de métier, en fait. Et le truc, c'est que dans une de mes premières bios, j'avais mis que j'avais joué dans des courts moyens métrages. J'avais même pas eu de long à l'époque parce que bah, je veux dire, j'avais rien fait, donc fallait meubler. Donc j'ai parlé un peu de mes loisirs, des trucs que je faisais vaguement en semi-pro et tout ça. Et du coup, régulièrement, je me retrouve avec la mention actrice. Et je me disais, je sais pas, merde, je fais déjà suffisamment de trucs comme ça, c'est pas la peine de rajouter un truc que je fais pas. Bah ouais, non, mais Et, je pense que ça peut avoir son utilité, en tout cas, les cours de théâtre, l'acting, pour écrire des Ah oui, oui, dialogues. non, complètement. Mm. Complètement. En plus, moi, en plus, enfin, j'ai pas fait que ça, mais les derniers cours de théâtre que j'ai fait, c'était plus approche acteur studio et tout ça, où tu travailles énormément tes personnages. En fait, et où le principe, pour le résumer très très grossièrement, c'est que tu travailles énormément tes personnages et ce qu'on appelle le super objectif. Donc, qu'est-ce que tu veux raconter avec ce personnage, qui est pas forcément le même super objectif que celui du scénariste ou du réal. Hein, c'est ce que toi tu veux faire. Et en fait, tu fais ce très gros travail préliminaire et au moment où tu joues, tu disparais un peu derrière le personnage et tout ce travail, en fait, tu l'oublies et ça vient très très naturel. Enfin, tu l'oublies, il est là, mais tu n'as pas, c'est plus du tout intellectualisé et ça devient très très naturel. C'est beaucoup plus facile de s'immerger et tout ça et tu en viens à réussir à ressentir vraiment les choses et à pas jouer vraiment. Et c'est ce que je faisais un peu intuitivement dans mon écriture, mais le fait d'avoir fait cette formation a vraiment aidé. Donc après, évidemment, en tant qu'auteur, tu peux pas faire le même travail sur chaque personnage que ferait un acteur sur son personnage. Mais en fait, moi, je vis avec les personnages pendant super longtemps avant d'écrire le moindre mot. En fait, et Oui, ça peut être des semaines, mais ça peut être des années, en fait. c'est pour leur Donc, donner une voix spécifique à chacun. ouais, c'est ça. Et puis, bah, pour connaître vraiment leur motivation, pour que ce soit, pour avoir un côté presque improvisé à l'écriture. Mhm. Je suis très, très jardinière au moment, enfin, bon, j'aime pas trop la distinction architecte-jardinier, mais bon, on se comprend. Je suis très jardinière au moment de l'écriture. Enfin, très jardinière. J'ai des jalons, je sais où je vais, je sais par où je passe. Mais je navigue énormément entre ça. On avait dit touriste ou exploratrice. Oui, pas Ce mal qui est ça. pour dire voilà, entre architecte et jardinier, exploratrice. C'est-à-dire qu'on sait on sait où on va, mais oh là là, il y a un petit chemin par là qui a l'air sympa. Oh là là, une petite église ici. C'est avec Ophélie Bruno qu'on avait discuté de ça sur Twitter. Ah, mais Et oui, en fait, ok. oui, t'étais peut-être là d'ailleurs, Jour, hein, il y a Ah, quelques je sais mois. pas, en tout cas, j'ai dû lire Et effectivement cette conversation sans trop y assister, mais ouais, c'est vrai que ben, arriver à trouver une nouvelle catégorie autre que jardinier et architecte, enfin, parce que bon, j'aime pas les étiquettes, ça me fait chier, pour dire, bah, pour mais en parler fait, vivement. surtout quand vrai, très clairement, enfin, l'écrasante majorité des auteurs est entre les deux. Oui, Après, moi, je sais que j'ai plus le côté, je sais que je peux pas faire un plan, par exemple. Enfin, il y a des ouais, fois où j'ai été obligée d'en faire un, par exemple, quand j'ai fait des bouquins historiques où j'avais un plan pour pas me gourer dans ma chronologie. Mais même comme ça, c'était pas vraiment mon plan de mon histoire, c'était ma chronologie réelle. oui, Mais à chaque fois que j'ai dû faire un plan, même comme ça, en fait, le truc c'est que ça me casse vraiment ma créativité si je fais un plan trop précis. J'ai déjà essayé,
Et au final, ça me fait les premiers jets les plus foutrards qui soient, paradoxalement, parce que en fait, quand je sais où je vais, je me perds pas. Par contre, quand j'essaie de m'imposer un itinéraire, ça fonctionne vraiment pas. Sur Zone Tampon, j'avais commencé avec un plan, j'ai jamais eu autant de réécriture que sur tout le début, j'avais fait avec un plan. C'était pas possible, ça n'allait pas. Donc c'est pour ça que je dis que je suis plus jardinière, parce que là pour le coup le plan vraiment me casse complètement. Mais après j'ai mes jalons et tout, et le fait justement, voilà ce qu'on disait, de travailler vraiment les personnages avant, ça fait que tu vas faire ça sans risquer d'avoir des plot holes, des incohérences, Oui. parce que tes personnages agissent logiquement quand tu les connais suffisamment bien. Enfin logiquement, j'entends dans l'ordre logique. Oui. Et c'est tu peux vraiment lâcher toute l'intellectualisation à ce moment-là. Et improviser, mais c'est pas de la vraie impro, parce qu'il y a eu tout un travail préliminaire en fait. Oui. Mais avec très peu de prise de notes en ce qui me concerne. Donc pas de post-it ni rien, c'est juste tu tiens ton Non, personnage. Et puis, quand j'en ai, en général c'est plus des éléments d'univers, parce que autant on a vu cette discussion aussi sur Twitter, je ne sais plus avec qui c'était, que c'était parce qu'il y avait quelqu'un qui avait dit qu'il fallait évidemment faire des fiches de personnages. C'est ces gens qui donnent des grands conseils très catégoriques aux jeunes auteurs, oui. et qui font les meilleurs moyens de casser. Et en fait, après, enfin, je veux dire, j'ai aucun problème avec les gens qui font des fiches de personnages. Mais on était venu à la réflexion que plus t'es, peut-être, on sait pas, hein, faudrait que des universitaires se penchent sur la question peut-être, mais plus t'es, tu sais, on dit plot driven ou character driven. Oui. Ceux qui suivent vraiment leur histoire ou leur concept, donc plot driven, où les personnages servent cette histoire, ou character driven, où tu suis les personnages. Et moi, c'est très clairement mon cas. Et on est arrivé à la réflexion que finalement, quand t'étais character driven, c'est peut-être là que tu avais moins besoin en fait de faire des fiches de personnages. Moi, pourquoi je fais des fiches sur mes univers? Parce que justement, je suis pas une grande créatrice d'univers. Et du coup, si j'en oublie des bouts, si je me mets pas des fois des petits post-it sur des détails. Oui. Tandis que mes personnages, jamais je vais oublier un détail dans mes personnages. Finalement, ouais, c'est assez logique. Il y en a qui sont en train de jouer sur Serial Killer parce que t'as dit des termes en anglais, character driven. Mais en même temps, ouais, je pense que c'est pas, j'aime pas les étiquettes comme je t'ai dit, mais c'est pas une mauvaise classification effectivement. À partir du moment où tu tiens bien ton personnage, tu tiens finalement bien ton histoire, parce qu'ils peuvent te guider, quoi. Ouais, non, c'est. Je sais pas comment on le dit en fait. Je suis sûre qu'il y a un terme français pour ça, mais comme je l'ai vu. Ouais, Fabrice dit tout de suite que j'ai un accent de merde. What? Alors quand je parle anglais, ça va un peu en anglais, ça va un peu mieux. Mais quand je switch de l'un à l'autre, il peut se passer des trucs un peu faut faire attention avec le chat parce que bon, c'est un petit peu la zone de turbulence de la déconne. Ça détourne copieusement l'attention. Donc j'essaie de pas lire tous les messages des intervenants. Parce qu'après, on verse allègrement dans le hors-sujet. Et encore, Céline Badarou n'est pas là, ça parle pas bouffe. Mais oui, non, elle avait dit qu'elle serait peut-être pas dispo. Oui, ça arrive. Elle est très occupée, cette personne. Bon, où en étions-nous avant les lovely French accents et autres character driven and serial killer? On parlait des personnages, Vector Studio, je ne sais plus. Oui, je sais plus, mais bon, on expliquait en tout cas que, déjà les injonctions, les conseils catégoriques qui démolissaient les jeunes auteurs, stop. Ouais, non, mais c'est ça. En fait, moi, j'ai une théorie. D'ailleurs, je voulais faire des vidéos autour de ça. Ça fait des mois que je veux faire ça. Je vais finir par me motiver à le faire. J'ai cette hypothèse que n'importe quel bon conseil d'écriture dit de manière suffisamment catégorique et généralisante devient un conseil de merde. Ouais. Et je sais sur quoi je ferai mon premier épisode si je le fais. Ce sera sur le fameux excellent conseil en général d'y aller mollo sur les adverbes. Mais qui est souvent, qui est un très bon conseil, parce que souvent, surtout quand on est jeune auteur, on a tendance à pas se faire assez confiance et à manquer de précision dans notre vocabulaire et à rajouter les adverbes inutiles parce qu'on se fait pas confiance, soit à devoir rajouter des adverbes parce qu'on n'avait pas pris un verbe assez précis. Et donc c'est vraiment, moi fut un temps, j'avais une relecture consacrée uniquement aux adverbes. Donc, mais beaucoup de gens, quand ils te donnent ce conseil, ils disent virez les adverbes. Ce qui est quand même
une des phrases les plus cons que j'ai jamais entendues. Non, ne virez pas les adverbes, vous avez besoin des adverbes. Voilà, mais mollo. C'est pas juste lever le pied, peut-être virez pas les adverbes, virez pas les épithètes non plus, voilà, ce sont des trucs qui servent, qui ont une utilité. Mais voilà, non, et j'entends le besoin de dire les choses de manière un peu, quand tu dis une punchline, ça va être mieux retenu que quand tu donnes une argumentation. Mais je veux dire, voilà, vous donnez des conseils d'écriture, vous êtes capable d'argumenter tout en gardant le côté punchline. Si vous en êtes pas capable, vous n'avez pas le niveau pour donner des conseils d'écriture. Voilà. Vous savez pas faire. Si vous savez pas faire ça. Et en fait, moi, ce qui me pose un problème, c'est que il y a encore quand c'est ça, c'est pas bien grave, c'est de la maladresse. Mais il y a beaucoup en fait de gens, mais même chez les auteurs, on crée quoi, qui sont dans la place. Ouais. Beaucoup de gens donnent comme conseil les trucs qui marchent pour eux, Oui, en essayant un peu de se prouver des choses à eux-mêmes. oui, c'est ça. Ils veulent se prouver que leur méthode, elle est bonne, mais elle est bonne vu que c'est leur méthode et qu'elle marche pour eux. Mais on cherche pas à créer des disciples en fait quand on donne des conseils. Et On puis, cherche à vraiment aider les gens. oui, voilà. Enfin, Et, après, et voilà, moi-même, faut essayer de faire, et les gens savent pas toujours faire la part des choses. Les jeunes auteurs ont encore du mal à faire la part des choses. Il y a des conseils qui sont excellents quand on a la même méthode d'écriture que la personne qui les donne. Enfin, moi, j'adore les conseils de Stephen King parce que je bosse comme lui. Mais bon, voilà, c'est pas donné à tout le monde non plus. Comme on disait, rappeler les architectes, les jardiniers, les explorateurs, les cuisiniers, tout ça. Et puis, il y a autant de méthodes qu'il y a d'écrivains, à mon avis. Hein. Mais c'est ça, et puis moi, il y a des trucs sur lesquels je suis très catégorique dans l'écriture. On parlait de plot driven, de caractère driven. Pour moi, plot driven, c'est de la merde. Mais vraiment. Mais je veux dire, je le dis comme ça parce que c'est comme ça que je le ressens. Évidemment qu'il y a d'excellents bouquins plot driven. Même moi, j'ai réussi à en trouver qui me plaisaient. Ça, c'est jamais des trucs qui vont me toucher parce que moi, un roman, pour moi, de la fiction, c'est des personnages. Et si c'est pour parler c'est pour ça, une des raisons pour lesquelles je lis très peu de hard SF, c'est alors que j'ai pourtant le profil pour en lire, c'est que c'est souvent, on suit un concept ou on suit les thématiques et des fois les personnages passent un peu à l'as. Donc évidemment il y a plein de contre-exemples, hein, mais du coup comme c'est quelque chose, un écueil assez fréquent, c'est vrai que c'est un genre avec lequel j'ai pris un peu de distance. Mais voilà, jamais je me permettrais de dire un roman doit être character driven. Il faut vraiment que je trouve un terme français, c'est ce qu'ils font les trucs anglais comme ça. Ouais. Mais voilà, moi. Ouais, enfin j'ai un peu l'impression en tout cas en plus que quand une histoire est plot driven, enfin quand elle est menée par son intrigue, ça peut être utile quand c'est une nouvelle. Oui. C'est beaucoup Pour les plus. chutes et tout, voilà, c'est plus approprié pour les nouvelles et les histoires courtes, j'ai l'impression. Voilà. Et je pense que c'est aussi pour ça que je suis très peu cliente d'histoires courtes d'ailleurs, parce que c'est difficile de vraiment développer les personnages. Forcément, au bout d'un moment, il y a un problème matériel qui se pose. Donc je lis un peu de nouvelles, mais j'en suis pas une grande cliente et j'en suis pas une grande. J'ai pas un grand talent dans la nouvelle parce que je n'ai pas cette écriture de concept justement voilà. Enfin après, il y a des bonnes nouvelles qui sont pas du tout des nouvelles à concept, mais c'est vrai que les gens qui font des trucs à concept sont en général de bons novellistes parce que ça s'y prête quand même particulièrement bien. Tu traites ton concept, quoi. Ouais, c'est une imagination totale hein, de faire les deux. Ouais, c'est pas un truc qui m'inspire en soi. Moi, je suis vraiment, comme on dit, l'important c'est le traitement. Ouais. Mais c'est très très vrai. Ah tiens, regarde qui débarque là sur le chat, c'est Julie. Salut. Hein. Eh ben, t'as raté l'avant-première que tu as demandé. Voilà, je te laisse l'engueuler. Non, la pauvre en plus. La pauvre. Voilà. Non, je me permettrai la pas. lecture. Oui. Alors, c'est 10 minutes, c'est trop long, c'est trop court. Je sais pas combien j'ai fait. Bon, tu as fait 15 minutes, hein, comme prévu. Bah, tiens, j'ai fait un poil plus long qu'à la répète. Ouais, Julie est trop triste. Ah bah tu tombes bien, de conseils d'écriture, de plot driven et tout le monde est parti à prendre l'accent américain. Et mon chat est réveillé, c'est le début des ennuis, je vous dis. Ah, la mienne, elle est encore en train de... Je crois qu'elle doit être en train de jouer dans le jardin. Ouais, donc voilà, donc je ne donne pas j'ai vraiment, par contre, ce projet de faire des vidéos qui s'appelleraient des déconseils d'écriture.
Et pour prendre un peu le contre-pied et juste montrer que voilà, ce que je disais, bien n'importe quel bon conseil dit de manière trop catégorique devient un mauvais conseil. Et ce qui est très Voilà. important, parce que quand tu vois, j'ai pas d'autres termes pour désigner les apprentis auteurs, c'est les bébés auteurs ou primo-auteurs qui Primo-auteur, ouais, je dis en démoralisent général, assez mais facilement, malheureusement. Enfin bon, c'est un peu normal, tu me diras. après, c'est surtout. Alors, je me méfie parce que moi, on fait beaucoup ça sur Twitter et sur Twitter, les gens s'emballent assez vite quand Ouais, même aussi. ouais. Mais après, je veux dire, alors pour le coup, si j'ai envie de donner un conseil, c'est que, alors c'est malheureux à dire, mais c'est un métier public et va falloir, je veux dire, faut s'endurcir, sinon vous allez souffrir, quoi. Vraiment pour le coup. Faut au moins faire semblant, quoi, parce que c'est vraiment, enfin, je veux dire, ça reste un métier public et les gens vont donner leur avis, quoi. Et des fois, ils vont donner leur avis. Des fois, ils vont donner des avis qui vont toucher là où ça fait mal. Ouais. Surtout si vous avez une écriture assez cathartique, bon, ce qui n'est pas mon cas, mais voilà. Donc, des fois, ils vont donner des avis qui sont cons, qui sont complètement passés à. Et je veux dire, c'est pas grave, hein. Je veux dire, Ouais, voilà, mais je pense c'est. que du coup, sont passés Et, à côté du message du bouquin, quoi. bah voilà, et dans ce cas-là, il faut être capable de se dire, enfin, je veux dire, quand quelqu'un est passé totalement à côté du truc, alors, quand plusieurs personnes passent à côté du truc et de la même façon, il faut commencer à se poser des questions. Mais quand quelqu'un passe juste complètement à côté du truc, c'est pas grave, c'est pas votre public, vous n'avez pas écrit pour cette personne. Et voilà, c'est pareil quand on cherche ces bêta lecteurs. Donc évidemment, bon, faut demander à des gens qui seront capables de vous dire les choses de manière franche et argumentée. De votre côté, il faut être capable d'encaisser ça. Parce que il faut, enfin, je veux dire, si après, s'il y a un éditeur derrière, ça va être pire. Hein. Bon, il va pas vous faire changer votre art, hein, pas de panique. Hein, mais je veux dire, s'il y a un truc qui est pourri, il va vous le dire. Voilà, ou même un truc qui peut être amélioré. Voilà, enfin, faut être capable d'encaisser les trucs. Mais faut pas prendre n'importe qui en bêta lecteur. En bêta lecteur, faut prendre des gens qui sont déjà votre public. Ouais. Pas dans le sens où ils aiment ce que vous faites. Mais je veux dire, si vous écrivez du polar et que vous prenez des gens qui n'aiment pas le polar, n'écoutez pas leur avis, en fait. Enfin, sauf si c'est quelqu'un qui est capable d'un recul monstrueux et qui va vous juger l'écriture pure. Mais je veux dire, prenez des lecteurs, enfin, prenez vos lecteurs, quoi. Des gens qui critiqueront, mais je veux dire, après, parce que vous allez avoir des avis complètement contradictoires des fois dans lesquels il va falloir faire le tri. Il n'y a pas de temps à perdre avec l'avis des gens qui ne sont pas votre public. Ça vous arrivera d'avoir, pour moi, c'est la plus belle critique qu'on peut recevoir, c'est j'aime pas du tout ce style de livre, mais le vôtre, je l'ai adoré. Oui. Donc oui, ça arrive. Et quand vous le recevez, franchement, c'est cool. Mais je veux dire, c'est quand même pas pour ces gens que vous écrivez, quoi. Donc Voilà, mais je parce que pense que sinon, c'est vous tellement rare, en savez, fait, quoi. comme réaction, Ouais, que bah tu te dis voilà, que peut-être que la personne, ça va lui ouvrir. Tu as ouvert l'esprit d'une personne. c'est ça, ça arrive, ça m'est arrivé. Je sais même plus sur quel bout. Mais j'étais super. Mais voilà, c'est un super compliment, mais ça reste, même les gens qui ont pu me dire ça, c'est toujours pas pour eux que j'écris en fait. Oui. C'est tant mieux si ça leur plaît, mais c'est pas possible quoi. On peut pas, enfin, je veux dire, quitte à finir sur un lieu commun, on peut pas plaire à tout le monde. Hein. Voilà, il faut pas essayer. Genre, vous finirez jamais votre bouquin si vous essayez de plaire à tout le monde. Hein. C'est comme dans la vraie vie, Après, je pense qu'on accorde un peu trop de, tu sais, comme t'as dit, il faut pas écrire des trucs trop cathartiques finalement, parce qu'on y met tellement de soi, les gens qui parlent de leur livre comme de leur bébé, et donc, bah, c'est dur d'entendre dire que ton bébé est pas très beau ou autre, quoi. Faut éviter C'est les ça, il faut clichés, être capable d'avoir ouais. du recul à un moment. Et après, je sais que j'en parle assez facilement du fait que moi, mon écriture est pas. Moi, quand j'écris, c'est que la catharsis, elle est faite depuis longtemps, en fait. J'ai déjà essayé de faire des trucs plus cathartiques, ça m'emmerde. Je trouve ça, voilà. Enfin, j'ai l'impression d'écrire un journal intime et de le livrer au lecteur. Je trouve ça, enfin voilà, je sais pas faire. Il y a des bons bouquins cathartiques, mais même là-dessus, faut être capable de prendre du recul, quoi. Et des fois, c'est cathartique, mais ça veut pas dire qu'il va pas falloir bosser la technique derrière. Et le problème des livres cathartiques, c'est qu'il faut être capable, dans son expérience personnelle, d'aller chercher, peut-être pas forcément l'universel, mais quelque chose qui va plaire enfin, qui va parler aux gens d'une manière générale. Donc, il faut déjà avoir eu un peu de recul pour aller chercher ça. Oui. Si c'est juste sortir ce qu'on avait besoin de sortir, bah peut-être que c'est un journal intime. Voilà. Il y a plein Donc de après, personnes qui admettent qu'elles écrivent finalement pour elles. et c'est très bien. Et c'est très très bien, ouais, c'est formidable. Et peut-être que bon, pour un public plus restreint, ça parlera peut-être à une ou deux personnes. Enfin, Bien faut sûr. pas avoir trop de prétention mais on est un peu obligé d'imaginer son lecteur idéal.
Et on est un peu obligé de lâcher prise, quoi. Une fois que le livre est terminé, qu'il est entre les mains de l'éditeur, il n'est plus à nous et il sera vu à travers d'autres regards, perçu par d'autres esprits. Enfin, je reviens vite fait à cette histoire d'acteur studio. Il y a un truc qui est vraiment très très bien dedans, c'est justement ce fameux super objectif. Le super objectif, c'est pas la thématique du livre. C'est un truc qui peut être dit en plus c'est court, mieux c'est. Ouais. Si c'est quelques mots, vraiment mieux c'est. Qu'est-ce que vous voulez dire avec ce bouquin? Qu'est-ce que vous voulez transmettre avec ce bouquin? C'est même pas forcément juste, enfin c'est pas juste le message et tout ça. C'est précisément pour vous, c'est quoi l'objectif? En fait, c'est pas objectif commercial et tout ça. Quel est l'objectif de ce livre? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne? Qu'est-ce que vous voulez faire passer? Sur quel truc vous voulez faire réfléchir précisément? Et je trouve que c'est bien d'avoir ça, quand même. Ouais. Et c'est particulièrement bien quand vous faites un truc cathartique, à mon avis, parce que ça va permettre justement d'induire ce recul qui va, enfin, si vous voulez évidemment le destiner au public, hein, je veux dire, ce qui est évidemment pas une obligation. Mais si l'idée c'est d'être édité, c'est pas et un truc, c'est un truc que je dis souvent aussi sur les livres historiques. C'est pas parce que ce qui s'est passé est intéressant que c'est une bonne histoire. Oui. Une bonne histoire, ça va être un travail narratif derrière, un travail sur les personnages, un travail sur la narration elle-même. C'est vraiment le gros pied. Il y a beaucoup de livres historiques qui se retrouvent à être super chiants, alors que ce qu'ils racontent, c'est un truc de dingue. Parce que juste ils racontent. Ah, il s'est passé ça, et puis il s'est passé ça, et puis il s'est passé ça. Et non, enfin, je dirais, la narration, c'est pas ça. Voilà, il suffit pas. C'est aussi des gens qui viennent nous voir des fois quand on est édité en disant j'ai une super idée, j'aimerais bien vous la proposer. Ouais. Ou alors j'ai une super idée tout court. Et c'est très difficile de pas être cassant là-dessus, mais tout le monde a des super idées. Vraiment, mais littéralement tout le monde a des super idées. Ça arrive à tout le monde d'avoir des super idées. Ça fait vraiment pas un bouquin. Et vaut mieux avoir une limite à un truc très 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 basique. Juste l'élu qui va buter un dragon. On peut faire un truc vachement plus original qu'avec un super concept, si on se contente de l'idée du super concept. Oui. Encore une fois, l'important c'est le traitement. Mais c'est pour ça qu'il a détesté Entrer dans la danse de Jean Telet. Alors, je ne l'ai pas lu. J'avoue ne pas être je reconnais le grand talent de Jean Telet, mais ce n'est pas du tout ce que j'apprécie en tant que lectrice. Donc, j'avoue, j'en ai lu un et j'ai pas trop cherché. Ah, c'est un peu le problème de Jean Telet. Enfin, il raconte des choses et finalement, on en sort de la lecture, on se dit tout ça pour ça. Enfin, c'est comme pour Charlie Neuf ou le petit magasin. Ça m'a fait cet effet-là. Ouais. Ah, oui, celui-là aussi. Ah oui, j'ai adoré pendant que je lisais et à la fin, j'étais là. Ah bon, ok. Et c'est bon. Après, je veux dire, j'ai passé un très bon moment en lisant ce livre, mais je trouvais que il y avait tellement de potentiel. Oui. Et c'est ben voilà, et la fin, alors la fin de celui-là, pour le coup, alors je me souviens plus exactement, et puis je veux pas la spoiler non plus, je me souviens pas dans le détail, mais je me souviens précisément du truc où je me suis dit tout ça pour ça, je trouvais que ça sentait un peu, merde, je sais pas comment m'en sortir. Ouais, c'est ça, tu parles du magasin des suicides, on est bien d'accord, ouais. Oui, c'est ça. Moi, j'ai eu l'impression, alors j'ai pas rencontré l'auteur, donc je poserai éventuellement la question si je le rencontre, mais je trouvais que ça sentait un peu le mec qui ramait sur la fin quand même. Bah ouais, comment ça. J'ai trouvé ça tellement, en fait, je sais pas, peut-être qu'il a été plot drivé. Il voulait finir d'une certaine façon et il a pas fait le caractère driven parce que c'est pas du tout cohérent avec le personnage. C'est ça, et il a des bons personnages pourtant. Oui. Mais c'est un truc que j'ai beaucoup reproché à la littérature de Blanche générale d'une manière générale. C'est pour ça que pendant longtemps j'ai beaucoup moins lu, alors que je lisais beaucoup de littérature générale. J'en ai beaucoup moins lu parce que j'en ai plusieurs qui m'ont fait ce coup-là en fait. Et je trouve, je sais pas, j'ai l'impression qu'en genre on se pose plus ce genre de questions, on prend un peu moins les choses pour acquises aussi sur ces choses-là. Bizarrement, il y a d'autres écueils dans lesquels tombent les auteurs imaginaires, comme on dit. J'aime pas ce terme, la Blanche c'est de l'imaginaire aussi. Mais ouais, je trouve que peut-être qu'on s'en prend tellement dans la gueule de ce point de vue-là que du coup on veut être super carré. Je sais pas. Ça, ouais, peut-être, effectivement. Puis on a envie de raconter tellement autre chose que de l'autofiction ou le journal de nos aisselles et de nos selles. Enfin bon. C'est ça. On peut raconter des histoires et des bonnes, quoi. Point barre.
Oh bah, Fabrice, on peut accueillir. J'ai aucun problème à lui dire que j'ai eu ce souci avec. Non, c'est bon, je les ai pas descendus. J'ai dit que je trouvais que c'était de grands talents. J'ai juste pas aimé, désolé. Ah bah ouais, je sais pas. Disons qu'il a un grand talent paresseux, parce que quand tu vois la fin du Descend des Suicides, c'est oh Bah, je bah ouais, trouve qu'il y a. c'était Bah, c'est nonchalant. ça, ouais, je trouve. Voilà, c'était. Ouais, et c'est beaucoup de. J'ai longtemps dit aussi que j'aimais pas les fins ouvertes. Hmm. C'est pas vrai, c'est pas que j'aime pas les fins ouvertes. C'est que beaucoup de fins ouvertes sont faites en vrai, et ça se voit, par des auteurs qui savaient pas comment terminer leur bouquin. Ils sont déconnés, ça se voit. Et donc des fins ouvertes, quand elles sont bien faites et quand elles sont justifiées, elles sont top, quoi. Oui, Et c'est un jeu sur la frustration qui est super intéressant. Ou sur la frustration, ou sur l'imagination du hmm. lecteur et tout ça. Et c'est ça que j'aime bien, Mais je justement, suis c'est navrée, trouver. Ouais. 90% des trucs de fin ouverte, en vrai, ils savaient pas comment terminer. Bah non, alors qu'une bonne fin ouverte, c'est justement soit ça finit bien et c'est top, soit ça finit bien et c'est top. Là, on est dans le fil du rasoir. Enfin, je veux Ouais, dire, bah ouais, non, qu'il y ait des pistes super intéressantes, que ça laisse des pistes incroyables et que c'est à toi, lecteur, de faire finalement le reste du mais c'est voyage. ça. Mm. C'est ça. Et donc voilà. Et puis après, enfin, je veux dire, j'ai vraiment pas de souci en parler avec des collègues dont moi, j'ai pas de souci à ce qu'un collègue me dise j'ai pas aimé tel truc ou je trouve qu'il y a telle erreur. Genre sur Anastérie, on m'a dit que par un moment je me regardais trop écrire ou j'avais où j'avais des longueurs narratives. Putain, Oui. c'est vrai quoi. Ah, C'est bon, ça ouais, c'est un c'est. premier bouquin. Voilà, bah c'est un peu le défaut des jeunes auteurs, justement. Bah c'est ça, ouais, justement, tu t'y connais pas encore assez en narration, voilà, moi je sais que sur Anastérie, par moment, j'avais un peu, bah je sais que mes personnages ils sont bien, je sais que c'est bien écrit, donc bah aimez-moi, il y a pas de raison d'en demander plus. Tu vois, au fond, je veux dire, évidemment, je l'ai pas raisonné comme ça, mais je sais que j'avais ce défaut-là, qui est le défaut d'énormément de jeunes auteurs. Et je veux dire, il y a des gens qui me le disent, bah ouais, carrément, oui, je le referai pas. Alors ça me fait Et du penser coup, tu bosses derrière. ouais. Au seul conseil que je trouve à peu près valable, ça a été donné par Stephen King, c'est kill your darling. C'est-à-dire, faut pas hésiter à sacrifier finalement des passages qu'on adore Mm. pour se Ouais, ouais. défoncer à écrire parce que c'est trop bien et que finalement, si ça n'apporte pas grand-chose, tant pis, hein, si Ah ça non, peut mais se sur faire. Zone Tampon, Hmm. je m'étais. Alors, c'était pas mon truc le plus créatif, mais en l'occurrence, il y avait un long poème en prose, enfin, un long poème, un poème en prose que je m'étais pris le chou à traduire. Et en fait, il me ralentissait l'action de dingo, donc j'ai dû le virer. Alors, j'ai passé des plombs à traduire ce truc. Et il y avait eu un autre passage où il y a des contes dedans. Ouais. Et il y en avait un, moi je suis pas du tout une autrice de contes à la base, c'est pas du tout mon style littéraire. Et je m'étais vraiment fait chier pour faire un bon conte. Et à la relecture, je dis putain, ça ralentit, non, 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 ça me casse complètement mon rythme. Et donc j'ai essayé de le garder, mais jusqu'au bout, et en fait, c'était pas possible. Ah non. Et Non, là, franchement, celui-là, il m'a fait mal. Il il m'a fallait fait le mal parce laisser que j'avais partir. vraiment tapé, quoi. Il fallait le laisser partir au loin. Va-t'en, envole-toi. Ah la vache! Non, mais en plus, tu vois, bah, je veux dire, j'étais sortie de ma zone de confort. J'étais allée lire plusieurs contes pour reprendre un peu, voilà, pour choper la Ouais. technique et tout ça. Et punaise. Alors, il en me reste un, mais il est très court. Mais bon. Bon, qui Ah, sait, j'étais ça pas peut contente. resservir plus tard, on ne sait jamais, hein. Si Ouais, ça je pense sert que moi, je le pas, ouais. remettrai. Mm. Ou en recueil ça pourra faire peut-être une petite nouvelle. Comme je veux m'auto-éditer un petit recueil de nouvelles, je voudrais que je vois si je peux pas le caler dedans. Ben voilà. Mais en plus, le truc, c'est que il y avait des éléments de narration du roman qui se croisaient dedans. Voilà, sur le fait que quand tu racontes un conte, tu le racontes pas forcément de la même façon selon le public que t'as et tout. Il y avait des trucs intéressants, des réflexions sur la narration et tout. Mais bon. Ouais, mais on peut pas tout faire, c'est vrai que, enfin, à moins d'écrire un roman bible, somme et tout, non, c'est, Non, ouais, ouais. non, mais en plus, là, je Écrire, voulais c'est un truc un peu frustrant. efficace. Ouais, Ouais. c'est ça. Sur les rhéteurs, ça aurait pu être gardé parce que c'est pas grave s'il y a des ralentissements comme ça dans les rhéteurs. Sur zone tampon, ça passait pas, ça me pétait vraiment le truc, quoi. Hélas. Et Donc, là, c'est sur cette histoire de sacrifice qu'on va arrêter la conversation, malheureusement. Pardon, il est mais, 19h05. C'est passé à toute vitesse. Comme souvent. là, je parle beaucoup. Ah bah, c'est ça qui est bien. J'apprécie. Comme ça, j'ai Tu vois, juste à c'est bien, t'as pas rebondir trop sur à me d'autres trucs. relancer, ouais. Exactement. Ça, voilà, ça flatte ma paresse intellectuelle naturelle, hein, c'est bien.
En tout cas, merci beaucoup Isabelle. Pardon. Et Merci à toi de m'avoir invitée. Pas de rien, merci d'avoir accepté, c'était super. Et puis, c'était bien cool, et puis merci à tous ceux qui sont venus. Le chat déborde de remerciements et de gratitude. Je vois ça, parce que attends, du coup, je l'ai trouvé, donc je les vois, les chansons. Non, c'était bien cool, merci à tous. Voilà, c'était Isabelle Botian pour une exclue avec Landor, 4e histoire donc, dans le royaume des rhéteurs. Et le mois prochain, on va parler d'un bouquin des moutons électriques qui s'appelle Prépare la paix, qui est un recueil de nouvelles dont les fonds vont servir à financer SOS Méditerranée. Je l'ai, il faut que je lise d'ici là, du coup. Peut-être. Je vais voir si soit j'invite plusieurs auteurs ou si j'en trouve aucun, c'est moi qui vais faire la lecture de ma nouvelle parce que j'ai écrit dedans. Mais bon, il y a Patrick Dunet. Invite Patrick. Bah oui. Invite Patrick. Je vais essayer de le capter, le Patrick là. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Voilà. Et peut-être un jour Daniel Pénac pour faire plaisir à Leto, mais je suis pas sûre. Merci à tous en tout cas et je vous souhaite une bonne soirée. Et bonne soirée à tous. Et plein de bisous. Encore merci Isabelle.